voudrais essayer de répondre à trois questions que m'a posées Anne-Caroline et je vais essayer de vous le faire le plus bref possible compte tenu de l'heure. Sa première question était: faut-il considérer que les instances de démocratie en santé et les associations ont été écartées du débat public, ou faut-il considérer qu'elles n'ont pas su se mobiliser suffisamment pour donner leur avis? Alors, j'ai envie de reprendre une expression qu'a utilisée tout à l'heure Julie Grasset, c'était la panique générale. Et la panique générale a eu comme conséquence que les organisations déconcentrées de l'État, de l'organisation de la santé, ont gardé pour elles toutes les informations qui était la seule façon de maîtriser l'immaîtrisable qu'était cette crise. La démocratie, alors pour tout le monde, il faut essayer un petit peu quand même, Emmanuel est toujours attentif au sens des mots. Elle se décline en structures territoriales et infraterritoriales. Alors, contrairement à ce qu'a dit Anne-Caroline, l'échelon national, c'est la Conférence nationale de santé. Elle a été créée en 1996, donc avant les lois de décentralisation et les lois de la démocratie sanitaire. Ça, c'est la CNSA. Et puis, la CNS, pardon. Et puis après, ça s'est décliné dans les ARS, c'est-à-dire dans les territoires régionaux, avec l'organe de la démocratie qui s'appelle la CRSA, Conférence régionale de santé et d'autonomie. Et puis, ça s'est décliné dans les départements avec les CTS, Conférences territoriales de santé, avec toujours des représentants. Tout cela est organisé en collège, c'est extrêmement structuré et encadré. Et puis encore à l'échelon inférieur, au plus près des patients eux-mêmes, ce sont les CDU, Commissions des usagers, qui existent dans chaque établissement sanitaire, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Et donc, dans tous ces organismes, CNS, CRSA, CTS, CDU, il y a des représentants des usagers qui sont nommés quand ils sont présentés, et l'intervenant précédent en a parlé, par une association agréée en santé. L'agrément en santé est octroyé par une commission nationale indépendante et il faut pour cela réunir un certain nombre de capacités et que les représentants des usagers reçoivent des formations. Donc ça, c'est la démocratie représentative qui se trouve dans tous les champs de la santé. Cette démocratie participative a donc été parfaitement oubliée, totalement oubliée dans cette panique générale des débuts de 2020. Pour vous donner un exemple très précis, même le président de la CRSA, donc l'organisme de la démocratie régionale, même le président de la CRSA n'était pas invité à la cellule de crise qui se réunissait tous les jours. Et puis, quand les choses ont été un peu moins violentes, toutes les semaines. Donc, écarté, je ne sais même pas si c'était écarté, c'est surtout que pour garder la maîtrise, il préférait ne pas mêler la démocratie à cette situation parfaitement exceptionnelle et immaîtrisable. Et puis, de notre côté, les associations aussi ont été privées de tout moyen de se mobiliser. Interdiction de réunion, interdiction sans information. Comment voulez-vous vous mobiliser quand chacun des RU est isolé chez lui et n'a pas le droit d'en sortir? Tout cela a donc contribué incontestablement à une léthargie totale de la démocratie en santé, telle qu'elle était construite, démocratie représentative.
Je vous rappelle que dans les textes, le représentant des usagers doit défendre les droits individuels et collectifs des usagers de notre système de santé, et que ces droits individuels et collectifs sont pour tous les patients, pas que les patients chroniques, mais bien évidemment tous les patients. Donc, on peut faire le constat que la démocratie représentative s'est éteinte dans cette situation d'urgence et ces lois d'exception, et que les associations n'ont pas pu s'autosaisir parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Je veux dire, il fallait qu'on se crée tout seul des groupes de travail en visioconférence, etc. Tout ça a été terriblement long. Je rappelle aussi, pour l'historique, qu'un bon nombre de représentants des usagers, comme l'évoquait d'ailleurs l'orateur précédent, pour des questions tout bêtement de disponibilité, parce que toutes les réunions ont lieu pendant les heures de travail. Donc, ça rend la disponibilité très difficile pour les gens qui sont en activité professionnelle, et donc bon nombre des représentants des usagers s'investissent quand ils sont retraités. Et étant retraités, ça veut dire qu'ils n'ont pas 22 ans. Et n'ayant pas 22 ans, ils étaient eux-mêmes dans cette population qui était présentée comme étant à risque du fait qu'elles avaient toutes plus de 60 ou 65 ans. Donc tout ça a fait un faisceau qui a absolument paralysé tout le monde, que ce soit les administrations ou que ce soit les associations. En miroir, tout le monde était vulnérable, tout le monde était enfermé, et les organisations, CRSA, CTS, ne pouvaient pas travailler. Donc, il y a eu une forme, je dirais, de mise à mort. Vous remarquerez que volontairement, je n'ai pas parlé des CVS, c'est-à-dire du champ médico-social, handicap et personnes âgées, conseils de vie sociale, qui sont probablement la pire des caricatures de ce que peut être une caricature de la démocratie, puisque vous devez savoir que pour être représentant des résidents, des personnes accueillies en médico-social, il faut être soi-même accueilli dans le dit établissement, c'est-à-dire faire partie des murs, et que pour être représentant des familles, il faut obligatoirement avoir une famille, un résident soi-même, ce qui est un déni absolu de démocratie. Il n'y a pas de personnalité extérieure prévue dans la loi. Pour vous faire un comparatif avec le champ des hôpitaux, c'est comme si un RU devait obligatoirement être un patient hospitalisé pour pouvoir être RU. Et donc, quand il sort de l'hôpital, il n'est plus RU, donc il faut en trouver un autre. Vous voyez le grotesque de la conception même de la démocratie dans le champ médico-social. Donc, sidération, maîtrise de l'information par les ARS égale mise à mort, je dirais mise à mort claire, de ce qui avait été l'esprit de la démocratie. Pour la deuxième question d'Anne-Caroline, elle demande si on pourrait voir un renouveau après cet appauvrissement de la démocratie, voir un renouveau, un réveil initié par les acteurs de la démocratie. Je le crois et je le pense et je l'espère, parce que la colère et la révolte sont des moteurs de l'existence et de la vie. La grande difficulté que j'y vois, c'est que la colère et la révolte sont des moteurs, et si on le pousse trop loin dans ses argumentaires, on se trouve confronté à un blocage absolu de la part des professionnels de santé qui se trouvent à l'intérieur des établissements de santé. Et le blocage n'a jamais été un facteur de progrès. C'est-à-dire que le rôle du représentant des usagers, il doit impérativement
avancer ses arguments de défense des usagers, mais en même temps, il doit entendre les arguments des différentes communautés professionnelles qu'il a en face de lui. Ça va être la communauté médicale d'établissement, ça va être les soins infirmiers, ça va être les finances, ça va être le directeur des lois. Enfin, voilà. C'est-à-dire que la colère et la révolte ne suffisent pas. C'est un moteur pour s'engager, mais ça n'est pas un outil de l'engagement. Pour l'engagement, il faut de la diplomatie éclairée, il faut accepter les arguments des autres, il faut les relativiser, il faut les négocier. Je vous rappelle que les représentants des usagers ne sont jamais décisionnaires. La CDU d'établissement est consultative, la CRSA est consultative et la CNS est consultative. Tous les organismes de la démocratie sanitaire ne sont jamais décisionnaires. Voilà pour mon regard. Je voudrais dire aussi que la démocratie en santé, elle est venue dans un vrai désir des associations de mettre fin, un désir, je crois, parfaitement légitime, de mettre fin au paternalisme médical qui était de plus en plus mal vécu par rapport à des revendications légitimes, et je pense au slogan de Aide qui était « Rien sans nous ». Voilà. Alors cette collaboration avec les usagers, Rien sans nous, elle est venue heurter ce paternalisme médical, elle est aussi venue heurter cette appropriation de la santé par les réseaux sociaux, par les sites internet, par les associations elles-mêmes qui ont accompagné la compétence de leurs membres, pas simplement de leurs érus, mais aussi de leurs membres. Et comment je vais vous dire, sincèrement, que ce soit de la part des administrations ou que ce soit de la part des communautés soignantes, médecins et soignants, je me dois d'être le témoin, ces 20 années, d'avoir vu et réussi à mettre en place d'incontestables progrès. Ces progrès-là étaient trop lents à mon goût, mais c'était une démarche de progrès qui est incontestable, qui était variable selon les personnalités, les caractères, les regards des uns et des autres, mais globalement, c'était une démarche de progrès qui est venue effectivement se fracasser sur le mur des lois d'exception liées au Covid et à la crise sanitaire. Et la régression est terrible. Reconstruire de l'engagement, reconstruire du respect, reconstruire de la part des communautés soignantes extrêmement, extrêmement tendues, extrêmement peut-être déçues, je pense au Ségur de la santé quand je dis ça, extrêmement claquemurées dans cette situation de crise qui les a mises à mal, fait que reconquérir de la confiance, reconquérir du dialogue, reconquérir de l'engagement du côté des associations, mais du côté des professionnels de notre système de santé. C'est une reconquête extrêmement difficile que l'on essaye, mais je vous rappelle que les lois d'exception sanitaire sont à l'œuvre jusqu'au 31 juillet. Elles ne sont pas terminées. Donc cette reconquête est quand même extrêmement difficile, douloureuse et nécessite une force de conviction alliée à
une force de négociation, une force de reconstruction. Tout s'est effondré et il faut reconstruire ce qu'on avait commencé en 2002 et c'est presque redémarrer à zéro. Et puis la troisième question d'Anne-Caroline, elle porte sur éventuellement quelle modification de la loi on pourrait envisager. Il est certain que dans la conception de la démocratie à l'origine, en 2002, il y a des choses extrêmement stupéfiantes, c'est-à-dire que vous soyez RU dans un établissement sanitaire de 200 lits ou que vous soyez RU dans un grand hôpital de la PHP de 4000 lits, vous avez toujours que 4 RU. En face de nous, nous avons des administrations qui sont pléthoriques, pléthoriques. C'est-à-dire que chaque administration a 15 responsables de projet, représentants de ceci, représentants de cela dans les professionnels, et que vous avez toujours 4 malheureux RU pour tout le monde. Et je ne vous raconte pas l'incroyable délire qu'il se produit. Là, je le vis en ce moment en Île-de-France, où à peu près tous les hôpitaux ont leur certification en 2023. Nous sommes là dans un branle-bas de combat de réunionites pour traiter tous les items de l'HAS en vue de la certification. Je fais un humour grinçant, mais j'exagère à peine si je vous dis qu'il me faudrait coucher à l'hôpital pour répondre à toutes les sollicitations. Donc tout cela est très déséquilibré, très, très mal conçu. Même si les associations n'étant pas agréées peuvent être concertées avec la CDU, nous devons les inviter au minimum une fois par an pour participer à une CDU, représentant officiel, mais c'est très difficile parce que dans les gros hôpitaux, il y a une quantité d'associations non agréées de terrain qui sont extrêmement importantes. De la même façon, la CDU doit avoir une fois par an un bilan de tous les aumôniers des cultes qui sont présents dans l'enceinte de l'établissement sanitaire. Donc vous voyez, être élu en établissement sanitaire, c'est extrêmement lourd, extrêmement prenant, ça nécessite des formations et ça nécessite un engagement majeur. Majeur si on veut faire face à toutes les sollicitations qui, au bout du compte, ne sont que non décisionnaires. Donc, quand ça fait beaucoup d'années que vous le faites et que vous ne voyez jamais ou très rarement se traduire un certain nombre de propositions de la CDU ou de propositions du comité des usagers, des RU, et qu'à chaque fois, ça se retrouve noyé dans l'administration et que ça se vit à l'échelon de l'établissement, à l'échelon de la CTS, à l'échelon de la CRSA, je vous avoue qu'il faut avoir un sens de l'engagement extrêmement solide pour pouvoir continuer à plaider la cause des droits individuels et collectifs des usagers de notre système de santé. Il est clair qu'il doit y avoir une modification pour permettre qu'il y ait un ajustement des représentants des usagers selon la taille de l'établissement concerné, moyennant quoi je vous signale, parce que c'est quand même important de le savoir, qu'à la CRSA, Parlement régional, nous faisons énormément d'actions pour proposer justement aux associations agréées d'envoyer des candidatures dans les CDU des établissements sanitaires. Or, nous manquons pratiquement de 30% de RU. Donc, pour augmenter
le nombre de RU, on va augmenter l'absence de candidature. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un travail de fond, un travail qui remette en question cette perpétuelle non prise en compte qui est quand même, je dirais, culturellement très présente dans les établissements sanitaires. Et je vois la même chose en CRSA. L'ARS, hors Covid, tient compte de nos suggestions. Nous pouvons le retrouver dans le programme régional de santé. Nous découvrons une phrase que nous avons proposée, mais je reconnais que tout cela est quand même un peu caricatural. C'est une démocratie pour laquelle l'engagement est vraiment extrêmement important. Et pour conclure, alors l'indemnisation, jamais. Enfin, je veux dire que les hôpitaux ne la proposent jamais. Rembourser les frais de déplacement, ça n'existe même pas dans le budget des hôpitaux, qui passent leur temps à nous dire qu'ils n'ont pas un sou et qu'ils sont en déficit. Donc, le remboursement des frais devrait être un minimum de l'engagement. J'ai siégé 11 ans à la CRSA d'Île-de-France, dans le collège des représentants des usagers. Je n'ai jamais eu un centime de prise en charge de mes frais de déplacement, à raison de 3 fois par semaine au siège de l'ARS. C'est vous dire si on a des marges de progrès, parce que l'engagement moral, l'engagement intellectuel, l'engagement présentiel, c'est une chose, mais que de là à ce que ça vous coûte de l'argent, il doit y avoir une indemnisation, il doit y avoir une indemnisation de la perte des revenus ou de la perte de salaire pour les représentants des usagers en activité professionnelle. Ça, c'est vraiment une exigence démocratique incontournable qu'il faut obtenir. Et puis, je voudrais juste réinsister auprès de vous sur quelque chose qui est très prégnant dans l'éthique, qui est le sens des mots. Il y a la démocratie représentative, celle dont je vous parlais, mais on entend parler de la démocratie participative. C'est quoi la démocratie participative? On l'a vu, vous savez, avec les grands. euh, voilà, qui est convoqué, qui est invité à ces démocraties participatives, quel groupe de pression prend la parole, est-ce que c'est tiré au sort parmi les habitants? La démocratie participative est sûrement quelque chose d'intéressant, mais encore faut-il y définir vraiment des règles démocratiques de la participation. Sinon, ce que je constate sur le terrain, quand des villes organisent ce genre de choses, par exemple, ou des thématiques de santé, c'est quand même extrêmement, comment je vais dire ça, peu représentatif. Vous savez, mon association d'origine, je dis bien d'origine, en tant que représentant des usagers, je suis représentante de tous les usagers. Mais mon association porteuse agréée est France Alzheimer. Inutile de vous dire qu'emmener des malades d'Alzheimer à une convention participative, c'est dur. Emmener des malades d'Alzheimer et des conjoints de 85 ans manifester sous les fenêtres du ministère de la Santé, c'est pas évident. Donc, vous voyez les limites de cette démocratie participative, c'est que ces gens vulnérables, par le handicap ou par l'âge, les maladies liées à l'âge, quelle que soit la cause de leur vulnérabilité, elles sont souvent en grande peine pour s'exprimer directement et pour participer directement à des manifestations. Donc, elles ont un besoin immense de représentants des usagers qui puissent les défendre individuellement et collectivement. Ça, c'est, je crois, le cœur de la démocratie. Et si on n'améliore pas ce fonctionnement-là, eh bien, la démocratie redémarrera
à la fin du siècle dernier, avec du balbutiement, de l'impuissance, des regrets, des douleurs, de la peine, de l'échec. Et ce ne sont pas les usagers de notre système de santé qui en tireront le moindre bénéfice, ça sera toujours le dominant sur le dominé. Voilà, j'espère avoir été le plus clair et le plus concentré possible dans mes argumentaires. Merci beaucoup, Catherine Olivet. Je retiens beaucoup de choses, mais notamment une formule très marquante que vous avez eue de dire que la colère et la révolte étaient un moteur pour s'engager, mais que ce n'était pas un outil de l'engagement et qu'il Oui. fallait une alliance de force de conviction, de négociation et de reconstruction. C'est le fruit de 20 ans d'expérience, hein, tout bêtement. Et il y avait une question qui me venait, et il me semble qu'on en avait discuté dans le groupe de travail. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, dans les organismes de démocratie sanitaire dont vous avez parlé, est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire le vote sur un certain nombre de sujets, même si la voix des RU n'est que consultative? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une Oui. obligation de vote? Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur la santé qui imposent de passer par le vote de la CRSA, par exemple. Hein? Et en CTS, c'est pareil. Il y a des sujets que nous devons voter, c'est inscrit dans les textes, mais notre vote n'est toujours que consultatif. Ça doit passer par un vote d'un organisme consultatif. C'est quand même troublant comme forme de démocratie. Très troublant. Donc, il y a quelque chose que l'ARS pour la CRSA, le CTS pour le département doit voter. L'ARS est obligée de nous présenter quelque chose qui nous devons voter et qui est toujours quand même consultatif. C'est très drôle. C'est intellectuellement difficile. Le programme régional de santé doit être voté par la CRSA. Mais ils écrivent dedans ce qu'ils veulent. Alors on négocie, hein, on négocie, on introduit des phrases, on demande des petites choses. C'est très amusant comme mode de fonctionnement. À condition d'avoir de l'humour, hein. Je dis bien, c'est pas amusant du tout, mais si on a un peu d'humour, ça devient amusant. Merci beaucoup, Catherine. On pourrait continuer longtemps les échanges et on n'a malheureusement pas trop eu le temps d'échanger non plus avec les personnes qui nous écoutaient. Mais l'heure tourne. Je ne sais pas si Emmanuel, vous vouliez dire un petit mot de conclusion, mais je voulais en tout cas profiter d'avoir la parole pour remercier les trois intervenantes ce soir. Très chaleureusement. Un mot de conclusion, Anne-Caroline. D'abord, merci d'avoir organisé cette rencontre. C'est un parcours en plusieurs épisodes. Et c'est intéressant, on voit que c'est aussi, ça fera plaisir à Catherine, un parcours intergénérationnel, puisqu'il y a la nouvelle génération, et c'est plaisant pour nous, hein, Catherine, nous qui sommes la vieille génération, de revoir ce renouveau. Il aurait pu ne pas y avoir de renouveau. On voit aussi que probablement la pandémie a été très révélatrice. Et c'est vrai que quand tout à l'heure j'entendais dans l'intervention de Jérôme le fait que les associations auraient pu, contrairement à ce que l'État le pensait, être partie prenante et avoir des bonnes idées, je pense que c'était une occasion à la côté de laquelle on est passé. Et donc il y a eu beaucoup de gâchis, il y a une grande déperdition et il y a beaucoup de ressentiment. Et je ne suis pas, et c'est ça le malheur actuellement, je ne suis pas convaincu que les autorités publiques aient le sentiment des enjeux politiques, démocratiques qui se jouent là. C'est-à-dire, elles ont d'autres urgences, elles ont d'autres visions des choses. Moi, je pense que recréer de la confiance après les élections, recréer du lien social, restaurer, réhabiliter certaines valeurs, passe par les questions autour de la santé, pris d'une manière globale.
Anne-Caroline, on va considérer que notre soirée, on la clôt, avec le plaisir de se revoir bientôt. Beaucoup de choses se sont dites, on a pris des notes, et c'est un parcours en plusieurs étapes, avec différentes, j'allais dire, facettes. Donc moi, je trouve que, vraiment merci Anne-Caroline d'avoir organisé cette rencontre. On a ton document qui va s'enrichir, et merci aux unes et aux autres d'être intervenus. Voilà ce que je dirais. Mais ton sourire sera quand même plus beau pour la conclusion que mes propos. Merci Emmanuel. On se dit à bientôt pour la suite des aventures. Merci. Merci à tous, bonne soirée. Et comme le disait Emmanuel, donc on va mettre en ligne le questionnaire avec les propositions là, ces prochains jours. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Excellente soirée à tous.